À la version longue, cette semaine, je reçois Daniel Bissonnette, le directeur général du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, donc un musée qui est principalement historique, mais qui allie aussi des expositions d'art, de culture. On va avoir le temps d'en parler abondamment. Il est dans sa dernière année comme directeur, il va prendre sa retraite à la fin 2024, donc il est question de ça aussi. Et on a parlé énormément du patrimoine, en fait, du patrimoine matériel, les objets, la conservation, le rôle du musée. Ça a été vraiment une rencontre très intéressante et j'espère que vous allez apprécier. Bonne émission. Daniel Bissonnette, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est un grand plaisir, monsieur. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'aurais dû te recevoir. Je m'excuse, on s'est dit qu'on allait se tutoyer avant. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'aurais dû te recevoir. Puis des fois, tu sais, quand je pense à cette émission-là, je m'assure à qui je peux inviter. Puis on dirait que la tête tourne dans le beurre. Puis là, il y a des évidences des fois qui reviennent. Puis ben oui, pourquoi j'ai pas invité le DG. Chaque chose arrive en son temps. Exactement. Il n'y a pas de problème. Et là, je te reçois, en fait, justement, là, c'est dans ta dernière année comme directeur du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Ouais. Donc, comment qu'on se sent là, en sachant que c'est la dernière année avant la retraite? Ben, tu vois, c'est ça, cette transition-là, je la prépare, puis on la prépare aussi au musée depuis environ 1 an et demi, parce que, on est une équipe qui comporte quand même des membres. Le taux de rétention dans notre musée est quand même plus élevé que la moyenne. Ouais. Puis là, on a commencé il y a environ 2 ou 3 ans à voir des gens là, partir à la retraite. Donc, ça nous amène à s'assurer que la transition se fasse bien. Mais pour répondre à ta question, je vois ça quand même très sereinement. Là, l'année 2024 me permet quand même de demeurer encore très actif. Mais là, c'est ça. Ça permet de fermer... au fur et à mesure qu'on voit les semaines, les mois se dérouler, de fermer des petits chapitres. OK. Ouais. Puis, c'est quand même intéressant. C'est un milieu, on va en parler tantôt, qui est vraiment stimulant puis riche. Puis c'est probablement pas un élément qui est étranger au fait que, tu sais, quand on réussit à réunir différents facteurs, les gens restent dans ces milieux-là de travail plus longtemps que dans d'autres milieux. Là. Mais c'est vrai que, parce que moi, ça fait déjà plusieurs années que je travaille ici, là, comme je t'ai dit avant l'entrevue. Tu sais, j'ai fait 2 étés comme étudiant d'été, puis j'avais couvert les seigneuriales, puis à travers le temps, j'ai fait des topos au musée, là, tu sais, c'est pas nécessairement avec toi l'entrevue, mais tu sais, je veux dire, je me rappelle de là, 15 ans, du monde qui sont encore là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, il y a comme un esprit de gang là-bas, puis une équipe soudée. Ça te joint aussi des gens à l'équipe qui sont intégrés. Puis, c'est ça. C'est un milieu, c'est une culture organisationnelle qui est particulière, puis qui favorise beaucoup la créativité, la prise d'initiative. L'employeur, le musée, permet à ses employés de s'impliquer, que ce soit sur des tables de concertation, des conseils d'administration. Donc, ça fait en sorte qu'on rayonne beaucoup sur notre territoire, puis on apprend aussi beaucoup, on développe notre réseau. Ouais. Donc, c'est intéressant. Là, avant d'embarquer là, vraiment là, dans le musée et tous ces trucs-là, mais j'aime ça des fois en apprendre un peu plus sur le background, en fait. C'est un anglicisme, mais tu sais, un peu, tu sais, sans faire tout le cheminement de la vie, mais plus le côté, tu sais, est-ce que, tu sais, c'était quoi ton lien avec l'histoire, avec tu sais, est-ce que c'était clair que tu t'en allais vers ça? Tu sais, y a-tu un déclic dans la jeunesse ou, tu sais? Moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Disons que j'ai découvert ça dans un premier temps plus au niveau de mon parcours scolaire au niveau secondaire. OK, ouais. Puis, quand est venu le temps de choisir, de m'orienter au niveau collégial,
j'ai fait une incursion dans un tout autre domaine. Je suis allé faire je m'étais inscrit en technique de fabrication mécanique. OK. Parce que ça, c'est un autre côté de ce que j'aime. J'apprécie, je suis beaucoup curieux de tous les savoir-faire, les gens qui ont développé des habiletés manuelles dans différents domaines, tout ça. Donc, j'ai fait une session. Puis, bon, je réussissais bien, mais je me suis aperçu que c'était pas mon domaine. Donc, je suis allé voir quelqu'un au cégep, puis je lui ai dit, regarde, je suis pas bien, je veux changer de branche, là. Puis, à ce moment-là, c'est ça, je veux me diriger en sciences humaines, puis me permettre, pendant mon niveau collégial, de voir là, ce qui m'intéresse. Exact, c'est ça. Puis, mais juste pour revenir, ces fabrications techniques, c'était quoi exactement? C'est fabrication de pièces, tournage, matrissage. OK. Donc, c'est une technique qui était quand même très intéressante. Mais je me suis aperçu que le matériau, le métal, surtout qu'on utilise dans ces domaines-là, c'est un matériau, c'est pas celui que je préfère. Non. Puis, c'est ça. Moi, l'histoire, je me serais dirigé tout de suite vers l'histoire, mais tu sais, quand on est jeune, on écoute un peu notre entourage, tout ça. Puis bon, là, des fois, on dit, en histoire, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc, finalement, c'est ça. J'ai repris le chemin de l'histoire à partir du cégep avec ma formation en sciences humaines au niveau collégial. Yeah. Puis, je me suis inscrit à l'université ensuite pour un bac en histoire à l'université de Sherbrooke. Puis, je me destinais à l'enseignement de l'histoire. Puis, on parlait tantôt avant l'entrevue d'emplois d'été, ce que ça pouvait nous faire découvrir, tout ça. Moi, les emplois d'été, ça a été vraiment un élément déclencheur. Okay. J'ai eu la chance de participer en 80 à un projet d'emploi au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges qui s'appelait Renaissance d'une collection. Le musée venait d'être doté d'une nouvelle aile construite en 1979. Puis on a, à ce moment-là, pendant cet été, rapatrié tous les objets de la collection permanente qui avaient été entreposés temporairement hors des murs du musée. Donc, là, c'est ça. Ça m'a fait connaître un peu l'environnement muséal, tout ça. Ça a été le temps d'un été. Puis, les étés suivants, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler comme guide animateur à la Pointe du Moulin. OK, ouais. Pas très Donc loin là, j'étais vraiment en médiation. Hein. On n'utilisait pas le mot à l'époque, là. Mais j'étais comme un médiateur en histoire, finalement. Hein. Puis, le deuxième été aussi, on m'avait donné des responsabilités au niveau recherche pour alimenter en contenu historique une équipe de comédiens qui faisait chaque fin de semaine de l'animation là, au parc. Donc, ça m'a fait comprendre que, tu sais, là, on peut, par le biais de l'enseignement, oui, faire connaître l'histoire, tout ça, mais qu'il y avait comme un autre moyen là, de faire connaître, de faire apprécier l'histoire. Mais l'enseignement, c'est pas juste à l'école, tu sais, dans le sens que ces musées-là, que de certaine façon, c'est une forme d'enseignement. C'est une forme de à l'époque, découverte. tu vois, moi, je faisais une majeure en histoire à Sherbrooke, puis une mineure en ce qu'on appelle didactique. Là. C'était plus les dimensions pédagogiques. Donc là, j'ai, après la première année, laissé tomber un peu la dimension pédagogique, didactique, pour explorer vraiment différents sujets au niveau de l'histoire, tout ça. Donc, en réalité, c'est un bac spécialisé en histoire que j'ai fait. Puis, après mes études, là, c'est ça, j'ai fait un peu de recherche pour, à l'époque, on appelait ça le ministère des Affaires culturelles du Québec. Mais à contrat, tu as des périodes, à un moment donné, tu n'en as pas de contrat, tout ça. C'est ça. Puis, je suis retourné au musée, proposer mes services comme bénévole. Puis là, ça s'est enchaîné. J'ai eu un travail à temps partiel au niveau de l'accueil du public, tout ça. Puis par la suite, un poste s'est ouvert au niveau de responsable des expositions. Donc, j'ai été 2 ans à ce poste-là, travaillé beaucoup avec les collections, déployer les collections par le biais de différents thèmes dans le cadre du médium exposition.
Puis de voir, bon, ensuite, c'est ça, ces expositions-là utilisées par les membres de l'équipe du musée un peu plus tard au niveau des services éducatifs, tout ça, ben ça, c'est stimulant. Ça m'a conforté vraiment dans ce choix-là. Puis le milieu muséal, en fait, c'est un milieu qui m'a permis de combiner là, plusieurs passions. Passion d'histoire, passion des gens, parce qu'on est amené à travailler avec toutes sortes de personnes, des personnes ressources, en lien avec les différents projets d'exposition, publication, documentaire ou tout ça. Puis avec notre territoire aussi, avec les gens qui sont présents sur le territoire, puis actifs à différents niveaux. Là. Ouais, parce que, bon, on va rentrer, là. Le musée régional, en fond, c'est de Vaudreuil-Soulanges, dans le sens que là, c'est vraiment la région. Ouais. C'est quoi ce lien-là, justement, avec l'histoire? Peut-être un survol. Nous, c'est ça. Peut-être juste faire une petite genèse là, de comment musée, ça a parti le musée. C'est vraiment spécial, c'est une belle histoire, ça aussi. Dans les années 1950, on voyait beaucoup de patrimoine matériel sortir des maisons, là, puis il y avait des ramasseurs, là, des grossistes antiquaires qui faisaient les rangs, les villages, tout ça, puis ils achetaient pour vraiment pas cher plein de belles pièces de notre patrimoine matériel québécois. Puis souvent, ensuite, c'était dirigé, ça, sur le marché américain. Ah ouais, OK. Donc, il y a des gens, dans les années 50, des visionnaires qui ont dit, ben là, si on ne fait pas attention, on va perdre une grosse partie de notre patrimoine matériel. Puis ces éléments-là sont des témoins de notre histoire dans la région, tout ça. Donc, il y a un groupe qui a parti une société historique, la Société historique de Vaudreuil-Soulanges, qui se donnait comme mission de mettre en place un ou des musées. Le premier musée a été installé dans les années 50, à partir de 53, à Notre-Dame de l'Île-Perrot. OK. Et là, ils ont fait quelques années à cet endroit-là, mais ils encourageaient leurs concitoyens à enrichir la collection du musée. Puis là, ils ont rapidement manqué de place. Puis ils cherchaient un autre lieu. Puis, il y a un bâtiment qui situé à Vaudreuil, qui était à l'abandon depuis quelques années, une ancienne école de garçons qui date des années 1840. À la fin des années 50, le bâtiment, la commission scolaire locale, étant donné que le bâtiment était inoccupé, s'apprêtait à le faire démolir. OK. Et c'est une personne, aussi une personne visionnaire, Guy Moffett, qui habitait la région à l'époque, homme de radio, homme de communication, tout ça, qui s'en allait prendre le train, qui passait en voiture en direction de la gare de Dorion, devant ce bâtiment-là, puis il constatait qu'il y avait des ouvriers qui s'affairaient à commencer à déceler des pierres sur un des coins du bâtiment. Donc, il s'est arrêté, puis il s'est informé pour savoir qu'est-ce qui se passait. Puis les ouvriers lui ont dit, ben là, on a eu le contrat de démolir ça. Puis il a dit, ben voyons donc, un beau bâtiment comme ça. Je fais une histoire courte, là. Ben c'est correct, mais c'est intéressant. C'est ça. La Société historique de Vaudreuil-Soulanges, saisie par M. Moffett de ce fait-là, on fait des coups de téléphone rapidement, tout ça. Puis on réussit à faire cesser les travaux. Puis permettent en fait la cession du bâtiment à la Société historique de Vaudreuil-Soulanges. Okay. La commission scolaire locale avait donné le bâtiment pour une somme symbolique de 1 $, vendu le bâtiment pour une somme symbolique de 1 $. Puis la municipalité de Vaudreuil avait donné aussi une partie de terrain attenant au musée, qui nous est bien utile chaque année pour différentes activités, entre autres les séminaires. Donc, c'est ça. Le musée s'est installé, a déménagé ses pénates à cet endroit-là. Le bâtiment, déjà au niveau des phases de démolition, on avait enlevé le chauffage, on avait récupéré les tuyaux de chauffage pour le métal, tout ça. Donc, pendant quelques années, ce musée-là fonctionnait plus sur une base saisonnière. Puis, en 64-65, là, il y a eu des travaux importants.
de restauration du bâtiment, qui, entre-temps, avait été classé monument historique aussi. OK. Puis, on a ajouté à ce bâtiment-là, en 79, une aile qui a permis, entre autres, de doter le musée d'une réserve muséale, d'espace technique, puis d'une salle d'exposition supplémentaire, assez polyvalente. Donc, c'est ça. Puis, le musée, graduellement, sa mission, une fois déménagé à Vaudreuil, on a appelé ce musée-là le Musée historique de Vaudreuil. OK. Jusqu'en 1982, le musée a changé de dénomination. On a appelé ça Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, OK. parce qu'on voulait vraiment s'assurer, les gens à l'époque qui étaient à la direction du musée, d'inscrire cette vocation-là vraiment régionale. Oui. Il y a aussi, parce que bon, il y a ce lien-là. Évidemment, l'histoire est partout, mais il y a quand même un lien aussi avec la culture, l'art. Oui. Donc, en enlevant historique, ben, tu dis, ben, c'est musée. Donc, Ouais. c'est le musée de la région qui peut. C'est pas juste marquer histoire. Là, c'est ça. Depuis plus de 2 décennies, la mission du musée a toujours été un peu réactualisée au fil des ans, tout ça. Mais l'élément central de la mission, ça demeure tout ce qui est évolution de l'art de vivre dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça dicte nos actions au niveau du collectionnement, ça dicte nos actions au niveau de la diffusion, l'organisation d'activités, ça dicte nos actions au niveau éducatif. Donc, c'est assez large, mais c'est intéressant parce que, bon, ça nous permet, par exemple, on a 4 salles d'exposition, 5 maintenant, parce qu'on a une salle multifonctionnelle qui sert aussi de petite salle d'exposition. On a une de nos salles d'exposition qui est dédiée en permanence à des expositions temporaires d'artistes en art visuel de la région, semi-professionnels ou professionnels. Puis, ben ça fait partie de l'évolution de l'art de vivre, de voir ces créateurs-là, ces personnes créatrices-là, montrer leurs œuvres aux gens de la région. Souvent, on a fait connaître à la région des gens qui étaient connus à l'extérieur, à l'international, tout ça. Donc, on était content de faire connaître ces artistes-là à leurs voisins, à leurs concitoyens. Donc ça, c'est un des éléments de la mission, mais on est beaucoup centré aussi sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est ça. Bon, c'est sûr que c'est le gros de ça, mais ça m'intéresse parce que, bon, tu as parlé quand tu as commencé, puis ce lien-là avec les objets, en fait, le patrimoine matériel, tu sais, c'est quoi l'importance, en fait, de conserver ça, tu sais? Oui. Bien, l'objet, là, c'est ça, a un pouvoir évocateur qui peut être très, très fort. Puis, parfois, c'est ça, ben, je vais te donner un exemple récent parce qu'on a eu un comité d'acquisition qui s'est tenu récemment au musée. Puis, mon collègue conservateur aux collections et à la recherche vient me montrer, à un moment donné, une petite plaque qui était une plaque d'immatriculation de vélo. OK. Puis, c'était marqué Dorion dessus. Puis moi, je suis un petit gars de Dorion, donc il voulait savoir, Daniel, c'est quelle année d'après toi, ça? Puis, ben là, c'est ça. À force de jaser, lui, ce collègue-là, Sébastien, est originaire de Sorel. Lui aussi a connu cette époque-là des plaques de vélo, mais les plaques, il est plus jeune que moi, étaient en matière plastique. Mais là, c'est ça, ça nous a permis de parler puis de nous rappeler des souvenirs. Tu sais, nos parents nous donnaient des sous pour aller chercher la plaque pour immatriculer notre vélo. On partait, on allait à l'hôtel de ville. Au sous-sol de l'hôtel de ville, il y avait le poste de police. On rentrait dans le poste de police, puis c'est les policiers qui nous remettaient les plaques, qui venaient vérifier le vélo, qui prenaient le numéro de série du vélo en note, puis qui nous aidaient à placer la plaque là, sur les moyeux de roues, habituellement avant. Mais c'est ça. Il est juste venu me demander une information, puis on a pris 15 minutes finalement à se rappeler comment ça, cette époque-là, les policiers qui nous impressionnaient, tu sais, qui installaient ça, tout ça. Donc, le pouvoir évocateur de l'objet. Puis, le médium exposition, c'est ça qui est bien. C'est on peut prendre des angles vraiment différents. Notre collection comporte plus de 9000 objets maintenant. Quand même. Objets au sens large. Ça peut être des œuvres d'art, ça peut être du mobilier, des outils,
des vêtements, des éléments textiles. Donc, on doit beaucoup, tu sais, on parlait aux gens qui ont parti le musée à l'île Perrot, on doit beaucoup à ces visionnaires-là, parce qu'une bonne partie, la base de cette collection-là, qui est une collection principalement ethno-historique, elle s'est constituée dans les années 50, 60. Puis elle continue à s'enrichir, mais là, c'est ça, on est plus sélectif. On a déjà des objets qui sont présents dans la collection. Disons que notre objectif n'est pas de collectionner 36, je sais pas moi, des doublons, séparateurs à lait ou des choses comme ça. Donc, là, on y va pour comme compléter la collection, puis on a une politique des collections qui nous donne tous les critères à considérer, tout ça. Donc, elle s'enrichit chaque année, mais à un rythme quand même plus lent, en tout cas plus... parce qu'il y a une sélection, parce que c'était une de mes questions, je me demandais comment qu'on y fait, parce qu'à un moment donné, il y a le problème de l'espace, où les mettre. Ouais. Puis après ça, c'est ça comme de dire... Mais est-ce que, mettons, est-ce que vous êtes... c'est très peut-être pointu, mais pas pointu, mais dire, on a un objet qui est peut-être magané ou quelque chose, puis là, vous en trouvez un qui pourrait remplacer. Est-ce que vous... Il y a un processus en muséologie. On peut, à ce moment-là, aliéner l'objet qui est abîmé pour, par exemple, le remplacer par un objet qui est en meilleur état ou un objet qui est rattaché à plus d'informations historiques sur son usage, le lieu de son usage, tout ça. Mais c'est un processus assez complexe. On n'aliène pas comme ça. Rapidement. Là, parce que la plupart des musées, c'est des collectionneurs, c'est des gens ordinaires qui viennent porter des trésors de leur famille au musée. Puis il y a comme un lien de confiance à établir. Puis là, on met les gens en confiance, puis les gens acceptent d'offrir leur objet la plupart du temps par voie de donation. Qui peuvent être assortis de reçus officiels pour fin d'impôt, mais c'est des donations. Donc, ce lien de confiance-là qui a été comme établi entre les donateurs puis l'institution muséale, il faut le maintenir. Donc, quand on aliène, il y a des étapes. Il faut approcher les gens qui ont donné l'objet ou les descendants des gens qui ont donné l'objet, puis leur offrir l'objet. Là, ensuite, si ces gens-là ne sont pas intéressés, il y a comme une autre étape. Tu vois, là, c'est une façon de faire. Puis notre responsable, notre conservateur aux collections, Sébastien, connaît bien le sujet parce qu'il a fait sa thèse de maîtrise en muséologie sur l'aliénation. Donc, c'est une personne ressource au Québec sur cette thématique-là. Mais c'est ça, puis c'est intéressant, parce que là, on me semble qu'on en parle un peu, là, d'essayer de protéger le patrimoine. En tout cas, le patrimoine bâti, là, on voit des trucs, des maisons se faire démolir, puis il y a des réflexions, mais d'entendre Guy Moffett, puis que dans les années 50, il y avait déjà aussi ce souci-là. Je veux dire, c'est tu intéressant. Connais les lieux, tu es venu quelques fois. Oui. Quel dommage ça aurait été de voir disparaître ce lieu-là. Exactement. Non, Nous, depuis ce moment-là, ce lieu-là est vivant, est utilisé. Les gens l'apprécient parce que c'est un lieu qui est comme chaleureux. Donc, c'est ça. Puis, à une époque où on parle beaucoup de gestion durable, de l'importance de faire attention à nos ressources, l'usage de nos ressources, l'utilisation, la réaffectation de bâtiments anciens, je trouve que c'est une avenue de plus en plus importante et intéressante. Oui, tout à fait. Et, je me dis, parce que, me semble, je ne sais plus, c'était je pense avec Éric Michaud, là, la semaine passée, là, que j'ai parlé, mais lui, on parlait du conte, puis que les années 50, les années 60, le refus global, la Révolution tranquille, il y a eu un rejet de tout ce qui était traditionnel, qui étaient les trucs, mais c'était intéressant de savoir que rapidement, ce mouvement-là reprenait les objets au lieu de les perdre. Fait que c'est intéressant aussi que c'est arrivé à ce moment-là. On n'a pas perdu plus de ce patrimoine-là vers les États-Unis pour garnir des maisons privées. Mais ça demeurait...
j'ai eu la chance d'échanger au fil des ans avec une des signataires du Refus global, Ouais. Madeleine Arbour. OK. Donc, qui a fait son chemin, elle, en design d'intérieur, tout ça, qui a fait sa marque, qui a formé beaucoup de designers québécois aussi. Là. Le patrimoine, même pour ces personnes-là qui bousculaient, à raison aussi un peu la société québécoise qui était comme un peu coincée puis sclérosée, était conscient de l'importance de l'histoire, des objets, du patrimoine, tout ça. Ouais. C'était source d'inspiration pour plusieurs d'entre eux là, dans leur forme d'art, tout ça. Mais c'était, je pense, la rupture, c'était l'idée de vouloir arriver dans la modernité, mais ça, ça s'est passé relativement vite. C'est des cycles, mais... Moi, c'est ça. Ça fait 40 ans que je suis en muséologie, puis on les voit, ces cycles-là. Il y a des cycles, à un moment donné, où il y a comme un retour aux sources. On l'a vu là, avec la récente période pandémique. Là. Ça a amené beaucoup de gens à retourner aux sources. Ouais. Donc, les musées, on s'ajuste à ces cycles-là, tout ça. Mais dans la ligne du temps, tu sais, 40 ans, c'est pas beaucoup, là. Donc, ça demeure vraiment important de préserver des collections bien documentées, bien conservées, puis utilisées dans des activités de diffusion, que ce soit des expositions, des programmes éducatifs, dans des publications, tout ça. Ouais. Et mais justement, là, sur vous dites 40 ans là, en muséologie, là, est-ce que c'est quoi un peu votre regard? Est-ce que ça s'est amélioré avec le temps? Je ne sais pas comment le musée a progressé. Qu'est-ce qui vous rend fier, en fait, quand vous regardez ça? Je le mentionnais en début d'entrevue, le fait que notre employeur nous permettait de nous impliquer sur des tables de concertation, des conseils d'administration, on a côtoyé, puis on a été comme dans les courants là, de l'évolution là, de la muséologie au Québec, plusieurs membres de l'équipe. Moi, c'est ça, j'ai fait partie du conseil d'administration de la Société des musées québécois à l'époque, qui est devenue la Société des musées du Québec. J'ai fait 2 mandats au conseil d'administration. Pendant ces mandats-là, j'avais été nommé par la SMQ représentant des musées au Centre de conservation du Québec, un comité consultatif, donc qui se réunissait à peu près 3 ou 4 fois par année. J'ai assuré la présidence de ce comité consultatif-là. Donc, le Centre de conservation du Québec, un autre élément, ils étaient en appui beaucoup au musée, à la conservation du patrimoine avec une équipe de restaurateurs, restauratrices spécialisés dans différents domaines, restauration papier, métal, bois, peinture, tout ça. Donc, les réunions se tenaient au Centre de conservation du Québec. Donc, c'est où ça? C'était à Sainte-Foy. À Sainte-Foy, OK. Oui, dans la région de Québec. Puis, nos réunions, habituellement, duraient tout l'avant-midi. On dînait, on échangeait là, de façon informelle. Puis après, à chaque fois, on allait visiter des ateliers de restauration pour voir les techniques, l'évolution des techniques de restauration, échanger avec les personnes qui travaillaient à ce moment-là dans les ateliers en restauration, tout ça. Donc, c'est en constante évolution, la muséologie à travers le monde. L'avènement du numérique pose quand même plusieurs défis, amène aussi des avenues intéressantes, mais à mon avis, c'est ça, il ne faut pas perdre de vue le pouvoir évocateur de l'objet réel. Oui, de le voir, c'est ça. Donc ça, faut
faut le mentionner. Je profite de l'occasion pour le mentionner parce que, conserver des collections, les documenter, restaurer certains éléments de ces collections-là, c'est certain qu'il y a comme des ressources là, humaines qui sont rattachées à ça. Il y a des coûts financiers qui sont rattachés à ça. Mais à mon avis, ça demeure encore très, très important là, de continuer à le faire. Là. Mais on va toujours avoir besoin, en fait, du réel, en fait, le contact avec les choses. Même si le numérique permet peut-être d'accéder à plus d'informations rapidement, mais le fait de sortir, d'aller à la rencontre de quelque chose, c'est profondément humain. Qu'on parle de spectacle, on parle... même le cinéma, le monde n'arrête pas de dire, ben là, avec les Netflix, tout ça, on n'a plus besoin, mais il y a quelque chose d'aller ensemble en quelque part, si c'est un événement, puis de le vivre ensemble, ou d'aller dans un musée puis de voir quelque chose. Après ça, le numérique, ça va rester un surplus de si on veut rapidement avoir accès à telle affaire, une partie de l'histoire, puis on veut avoir cette information rapidement, c'est intéressant, mais je pense que ça s'en ira jamais, le besoin de ce contact-là. C'est ça. Pour, disons, accentuer ce pouvoir d'évocation-là des objets, le fait de faire des recherches, le fait d'aller sur le terrain pour essayer de comprendre un peu tout ce qu'on appelle le patrimoine vivant, les objets, dans quel contexte ils étaient utilisés, comment ils étaient manipulés, quand on parle d'outils traditionnels, tout ça. Donc, c'est d'amasser des informations sur tous ces savoirs-là, puis de travailler aussi avec des personnes ressources qui peuvent pousser l'expérience du visiteur jusqu'à comprendre vraiment comment l'objet est utilisé, tout ça. C'est là qu'entre en jeu parfois l'événementiel, où on ajoute, par exemple, dans le cadre des seigneuriales, un volet de reconstituteurs, de gens intéressés vraiment à préserver tout ce qui s'appelle le patrimoine vivant relié à différents métiers. Usage des outils avec les gestes vraiment de l'époque. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais d'ailleurs, rentrons dans les seigneuriales, là, parce qu'on l'évoque depuis tantôt. C'est arrivé comment, en fait, cette idée-là de partir les seigneuriales? Il y a un membre du musée, M. Henri de Lotbinière-Harwood, qui est décédé il y a plusieurs années déjà maintenant, mais qui était membre du musée puis qui venait régulièrement au musée. C'est un monsieur qui avait fait carrière dans les valeurs mobilières, la bourse, tout ça. Puis à sa retraite, il s'est mis à regarder vraiment l'histoire de sa famille, une famille seigneuriale qui a joué un rôle important dans la région de Vaudreuil, mais aussi à l'échelle nationale, à l'époque de la Nouvelle-France, tout ça. Donc, des membres de cette famille seigneuriale-là qui ont occupé des fonctions politiques importantes, tout ça. Donc, ils venaient nous jaser souvent de ces recherches. Puis, à l'époque, on n'avait pas de facilité nécessairement de reprographie. Donc, ils venaient utiliser la photocopieuse du musée pour faire des photocopies. Puis, c'est ça. Et avant que j'arrive au musée, sur une base régulière, je pense que c'est en 82, les gens à l'époque, avec M. de Lotbinière-Harwood, ont décidé de renouer avec une tradition qui était la plantation du mai. Qui se passait habituellement au mois de mai, puis qui était comme une sorte d'hommage rendu à la famille seigneuriale, mais qui était une occasion de réjouissance aussi pour les gens là, sur un territoire. Tout ça. Donc, ça a commencé quand même très modestement, cette plantation du mai-là. La première activité, c'était un dimanche après-midi, je crois. Puis, ça rassemblait peut-être 70, 80 personnes, incluant les reconstituteurs, les miliciens, tout ça, puis les gens représentant la famille seigneuriale. Puis là, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Ça a toujours demeuré un élément central de l'événement, cette cérémonie-là de plantation du mai, mais on a peu à peu
développer l'activité. Puis ça s'est échelonné peu à peu sur plus qu'une journée. OK. Et à un moment donné est entrée en jeu aussi Christiane, que vous avez reçue là, à l'émission récemment. Puis Christiane a poussé ça encore plus loin. C'est un événement qui, en termes de reconstitution historique, est peut-être un des plus importants, en tout cas, sur la durée aussi. Ouais. C'est faut pas que je me trompe, là, ça va être la 33e édition. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. En 2024. Et là, c'est ça. Les groupes de reconstitution à travers le Québec, aiment participer à l'événement. Puis l'événement aussi, ça a été comme utilisé comme un événement laboratoire par rapport à tout ce qui gravite autour de l'événement. Dans quel le sens? concours de menterie, c'est une forme de mise en relief de l'art du conte. Ouais. Mais l'enrobage, le concept, ça permet d'attirer des gens qui peut-être ne seraient pas nécessairement venus si on avait appelé ça une soirée de conte. Ouais. Mais là, un concours de menterie... ça attire l'attention. Puis là, j'invite le monde à aller écouter l'épisode de la semaine passée avec Éric Michaud, qui a fait le porte-parole, et celui qui a instauré le concours de menterie. En fait, c'est le roi des menteurs maintenant. Allez voir l'épisode, vous allez comprendre. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Puis lui, il disait même que dès qu'il fait un truc menterie, ça vend plus vite que d'avoir le branding compte, mais ça peut être une porte d'entrée. C'est l'art du conte à son meilleur. Oui, c'est ça. Puis ça fait vivre des moments incroyables. Nous, pour cet événement-là, c'est présenté sous le chapiteau principal. Okay. Puis on parlait de l'importance de vivre des moments ensemble, collectivement, tout ça. Donc ça, c'en est une des composantes de cet événement-là. Donc le souper des seigneurs qu'on a fait pendant plusieurs années aussi, ça a été comme un mélange de préoccupation au niveau de transmettre des traditions culinaires, mais avec des touches plus novatrices, contemporaines. Okay. Puis une soirée qui combinait ce volet-là gastronomique avec une animation. Donc, c'est ça. Ça a été des activités laboratoires qui nous ont parfois concerté les organisateurs au Québec pour dire, il faut aller plus à fond sur ces pistes-là, ou hop, on l'a essayé, puis là, on va comme rectifier tout ça. Donc, les gens qui sont en événementiel, en termes de reconstitution historique, c'est ça. C'est des gens qui nous ont beaucoup aidés là-dedans, puis qui ont eu du plaisir aussi, qui continuent à avoir du plaisir à utiliser l'événement des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion comme un événement où on peut faire place à l'innovation, essayer des choses. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est une façon, tu sais, quand on parlait au début de l'enseignement de l'histoire, tu sais, c'en est une façon qui reste ludique ou divertissante, et sans être voici, mais tu sais, on rentre dans l'univers de la Nouvelle-France, on voit des gens habillés d'époque. Fait que juste ça, c'est que là, ça l'implique le spectateur, en fait, dans la curiosité. Il n'est pas juste en train de recevoir l'information, mais qu'est-ce qu'il fait? La personne, le ou la visiteur, déambule sur les sites de l'événement, puis fait ses choix, s'accroche les pieds parfois plus à un endroit parce que, il y a un intérêt particulier pour tel élément, tout ça. Puis, c'est ça, Christiane l'a évoqué. C'est une expérience immersive qui est incroyable. Puis là, c'est pas juste... tu sais, là, on a fait un peu de numérique. On a testé des approches pendant les seigneuriales à ce niveau-là, mais on réalise que l'expérience immersive, ça participe beaucoup par l'implication de vraies personnes qui peuvent entrer en communication puis en interaction avec les visiteurs, tout ça. Puis ça, c'est tellement précieux. Puis après la pandémie, on se l'est fait tellement dire, ça, par les gens, là.
à la fois pour les seigneuriales, puis à la fois au musée, nos activités, tout ça, les activités pour la clientèle scolaire, comment ça avait manqué, ça, Ouais. ce contact-là avec la culture, Oui, le exactement, c'est patrimoine. ça. Tu Ouais. sais, on l'a vécu à la dure, justement. Tu sais, c'est ce que je disais, qu'on a besoin de se rassembler, d'aller dans des trucs, de voir des choses, d'avoir ce contact-là humain. On l'a vécu à la dure. Tu sais, là, ça a été peut-être un rappel à des gens de comme. Parce que des fois, la culture, c'est c'est pris pour acquis ou tu sais, c'est juste, ah, Ouais, c'est là, on va au spectacle, mais on on en se a, rend pas compte de l'importance que ça ouais, a, tu sais, on n'en mais a pas nécessairement conscience, là, on l'a trop mais comme, tu sais, on le prend pour, ben, je dis pour acquis, là, mais tu sais, ouais, c'est là, je vais voir un spectacle, je vois, bah oui, mais quand on se le fait enlever, on fait, ah ouais, exactement. c'est important. En fait, de nourrir l'âme, en fait, c'est Ouais. un truc extrêmement important. Ben, là, c'est ça, au Sénégal aussi, il n'y a pas une partie maintenant autochtone avec, Ouais. comment ça s'est On a passé, en des fait, ça vient. reconstituteurs des Premières Nations. Ça fait plusieurs années, puis c'est un élément très important, ça. Ben, à un moment donné, c'est ça, on concentrait beaucoup plus sur les groupes de reconstitution militaire, La Nouvelle-France, le Seigneur, bon. ouais, Euro, canadiens, tout Ouais, ça. ouais, Puis là, ben, rapidement, on s'est aperçu qu'on escamotait une partie dans importante l'histoire. de notre histoire, tout ça. Donc, peu à peu, ce volet-là a pris vraiment de l'importance, Mm. puis a permis d'évoquer quand même c'est le territoire de Vaudreuil-Soulanges, notamment, c'est un territoire beaucoup dans la ligne du temps qui a été un territoire de passage. Ouais, avec les Ouais. lacs, bon, Oui, les voies de communication principales qui étaient les voies d'eau, les voies tout d'eau, ça. ouais. Puis la configuration géographique de notre région, là, au confluent de l'Outaouais, puis du fleuve Saint-Laurent, tout ça. Mais on peut se permettre à ce moment-là d'évoquer cette cohabitation-là avec ce qu'on appelait les nouveaux arrivants. Puis c'est intéressant de faire un parallèle avec les nouveaux arrivants d'aujourd'hui aussi. Ouais. Donc, c'est un événement qui est, oui, immersif, mais qui est comme aussi un bon outil d'inclusion, d'intégration pour, entre autres, les nouveaux arrivants sur notre territoire régional, tout ça. Ouais. Et ça s'est mis sur pied comment, en fait? J'imagine qu'il y a eu vous avez rejoint des membres des Premières Nations, tu sais, pour comme Ouais. monter ce parti-là, tu sais, d'avoir la sensibilité de... Ben, on avait dans la région des gens qui avaient cet intérêt-là, qui faisaient de la reconstitution au OK. niveau autochtone, tout ça. Donc, on est entré en communication avec ces personnes-là. Archie et Pierrette Martin, qui habitent Rigaud. Archie, qui est d'origine Micmac. Puis là, c'est ça. Lui nous a mis en contact avec aussi des gens intéressés par la reconstitution de l'histoire autochtone. Puis peu à peu, ben c'est ça. Ça a fait en sorte que ce volet-là a pris de l'ampleur, puis qui est très apprécié des gens. Là. Mm. Est-ce que... Parce que, tu sais, c'est ça, les Sénérales, c'est vraiment un succès, ça attire beaucoup de monde, mais est-ce que ça nourrit aussi le musée, dans le sens que Ben oui, on fait le lien, tu sais, ouais. bon, parce que ça se passe principalement C'est autour, tu sais. c'est un élément, ça nous fait sortir des murs. Pendant les seigneuriales, les visiteurs ont la possibilité de visiter aussi Le musée, ouais. les expositions du musée, tout ça, visiter le musée. Mais à l'année longue, nous, c'est ça, on fait relâche dans le temps des fêtes. Habituellement, Ouais. on recharge les batteries 2 semaines là, autour de Noël et du jour de l'an. Mais autrement, on est ouvert 6 jours sur 7. Puis la clientèle scolaire, entre autres, est une clientèle vraiment importante. Donc, notre mission éducative est vraiment importante. Donc, tu sais, je parlais de l'enseignement de l'histoire, tout ça. On a vraiment mis en place graduellement un service éducatif qui est réputé, là. Tu sais, au niveau des musées régionaux au Québec, c'est un service éducatif très
très réputés, très performants. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait graduellement. Donc, on a une grosse partie de notre clientèle en semaine, qui est la clientèle scolaire, de la fin septembre, début octobre, jusqu'à la mi-juin. Ouais. On a des publics qui sont les aînés, entre autres, qu'on cherche à récupérer après la pandémie. On en a récupéré une partie, mais pas entièrement. Il faut leur redonner l'habitude de fréquenter les lieux culturels. Mais les aînés, on a une bonne partie de nos bénévoles qui sont comme des aînés parce qu'ils ont le temps de s'impliquer bénévolement. Les plus jeunes générations, parfois, le temps manque. Hein? Les jeunes familles, tout ça, les temps de transport, le pont de l'île aux Tourtes qui est congestionné, tout ça. Ça fait en sorte qu'on manque un peu de temps. Mais c'est ça. On a différents publics. Le public familial, les enfants qui sont venus dans le cadre des activités scolaires au musée, reviennent souvent avec leur famille. Ça devient des ambassadeurs du musée. Ah oui, c'est ça. Puis, des clientèles intéressées aussi par les arts visuels, par le biais de nos expositions là, temporaires en arts visuels, mais qui s'accrochent les pieds dans les salles d'exposition ethno-historiques. Puis l'inverse, les gens qui ont un intérêt principalement pour l'ethno-histoire, mais qui s'accrochent les pieds dans les expositions en arts visuels qu'on présente. Donc, on élargit les horizons culturels des gens. On contribue à faire prendre conscience aux gens que ça fait partie d'un tout, de la culture, tout ça. Non, c'est ça, puis ça se nourrit bien, en fait, ces deux pôles-là. Donc, l'art visuel et l'histoire, il y a quelque chose qui... Puis depuis quelques années aussi, ça l'a toujours été, mais bon, ça s'est articulé davantage. On a comme mieux défini ça, mais le rôle social qui peut être joué par la culture, les institutions muséales notamment, c'est un rôle important. Dans quel sens? Par la création, par le fait de provoquer des occasions de contacts sociaux. Okay, des rencontres. On parlait de l'intégration des nouveaux arrivants, d'utiliser des expositions pour des projets en francisation avec des organismes en francisation, c'est génial. Travailler avec des personnes handicapées, déficiences intellectuelles, tout ça, mais qui par le biais d'ateliers de création ou des parcours particuliers adaptés dans nos expositions découvrent des choses, puis nous transmettent aussi des impressions qui sont vraiment riches de sens, là, parce que, pas toujours évoquées de cette façon-là. Donc, c'est précieux, tout ça. Là. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Puis, il y a tout le c'est ça, en fait, cette rencontre-là. Mais ce qui m'intéressait, en fait, parce que ce que tu évoques, puis on a parlé un peu de Michel Vallée juste avant qu'on commence l'entrevue, mais qui était un facteur, en fait, qui a fait bouillonner le coin. Parce que moi, je viens de Sainte-Martine, puis je travaille ici depuis longtemps. Fait je vais filmer à Vaudreuil depuis longtemps, puis j'ai l'impression que cette région-là, Vaudreuil-Soulanges, mais Vaudreuil-Dorion, avec le « je suis », l'espèce de comment mettre la culture, comment mettre tout ça au centre pour rallier les gens. Il y a comme quelque chose qui s'est passé là, que moi, un peu, en étant à l'externe, je vois ça aller, puis je fais, il y a quelque chose qui se vit à Vaudreuil, mais qui est comme un peu différent. Dans Vaudreuil-Soulanges, c'est ça. Étant donné que c'était à proximité de Montréal, puis que les gens n'avaient pas tous usage d'une voiture dans les années 40, 50, le train amenait beaucoup de gens en villégiature dans notre région, puis entre autres beaucoup de gens du domaine artistique qui ont découvert la région. Donc là, les agriculteurs étaient comme mis en contact avec des créateurs qui se promenaient dans les champs, puis qui cherchaient leur inspiration, puis qui jasaient de temps en temps avec le voisin agriculteur, tout ça. Puis au fil des ans, tout ça,
un événement important, ça a été le campus de la Cité des Jeunes, OK. La première grosse polyvalente au Québec. OK. Donc, on avait comme député la région à l'époque Paul Gérin-Lajoie, Ouais. ministre de l'Éducation. Donc, la première grosse polyvalente, mais pas comme on voit ailleurs, là, mais un campus avec plusieurs composantes, tout ça, et notamment un centre culturel. Ben, pour moi, en tout cas, là, ça a bercé mon enfance, puis ça m'a mis en contact avec la culture, puis plein de gens aussi. À un moment donné, l'effet du centre culturel s'est estompé un peu. Il y a d'autres choses qui se sont structurées, des comités culturels qui ont comme stimulé le milieu, qui ont permis des activités. La MRC, ben, à un moment donné, s'est dotée d'un agente de développement culturel, politique culturelle. La ville de Vaudreuil-Dorion a décidé de miser sur la culture, d'en faire vraiment un outil de cohésion sociale à une époque où la ville était comme en gros boom démographique. C'est une dynamique, ça, qui est comme porteuse, vraiment intéressante pour toutes les personnes impliquées là, en culture, les artistes, les travailleurs culturels, les organismes culturels. Puis, on a toujours essayé de vraiment prendre une part active, puis de continuer à prendre une part active à ce niveau-là. Là. Est-ce que vous avez vu, en fait, est-ce que vous l'avez senti, cet effet-là? Moi, on dirait que je vois ça de l'extérieur, puis j'ai l'impression que ça a mis un catalyseur un peu dans cette cohésion sociale-là, dans le fait que, c'est ça, on met la culture de l'avant. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu au musée. Oui. Mais ça a un impact sur la vie des gens, ça a un impact sur les choix qu'on fait au niveau aménagement. C'est des occasions de faire prendre conscience aussi de l'importance de la préservation de notre patrimoine bâti. Pas transformer chaque bâtisse qui a un âge certain en musée, mais être simplement inventif, créatif, puis innovant dans les réusages de ces bâtiments-là qui peuvent faire de très belles résidences ou qui peuvent loger des organismes à but non lucratif ou fournir des services à la communauté ou devenir des places d'affaires, tout ça. Donc, mais ça participe à la trame urbaine, cette effervescence-là culturelle, par le déploiement notamment des œuvres d'art publiques partout sur le territoire. Donc là, wow, tu sais, tu te promènes en vélo sur les pistes cyclables, il y en a partout. Tu es en voiture, il faut que tu sois un petit peu plus attentif en voiture parce que il y a pas mal de véhicules sur les routes, là. Mais c'est ça. Puis tu as l'occasion de les découvrir plus quand tu es piéton, tout ça, ces œuvres-là. Donc, tout ça participe à la qualité de vie, à l'évolution de l'art de vivre dans la région. Et en terminant, il ne reste pas grand temps, mais donc la retraite s'en vient bientôt. C'est quoi un peu votre regard sur ce que vous avez, ce qui était derrière, mais ce qui est devant aussi? Oui. Bien, je suis vraiment fier quand même de ce qui se fait là, présentement. La relève, elle est là. On a une bonne base, l'équipe est là. Une équipe qui a développé vraiment une très belle expertise, des connaissances variées. Puis, moi, je suis content de passer le relais à ces plus jeunes-là. Puis, on va faire autre chose. Puis, dans un premier temps, je t'avouerai que ça va être plus de prendre le temps
Ouais, ouais. Du repos, mais ce sera pas long que je vais sortir le marteau puis des choses comme ça ou aller jardiner avec ma conjointe qui aime beaucoup le jardinage. Mais on parle de retraite, mais c'est plus ça maintenant. Non. Tu sais, on va demeurer actif là, dans la communauté. Oui, c'est ça. J'imagine là, qu'il y a peut-être du bénévolat autour d'événements. Peut-être pas loin les seigneuriales aussi. Ben, comme visiteur, mais tu sais. Oui, mais en même temps, c'est ça. Peut-être se détacher de. Oui, il y a une expression en politique là, qu'on utilise parfois. Là. Tu sais, on parle de belles-mères qui reviennent dans le portrait politique. Ça. Moi, c'est ça. Fin 2024, je tourne une page importante, mais avec le sentiment d'avoir donné une impulsion quand même à l'organisation, puis mettre en place les facteurs qui vont contribuer à ce que ça continue de façon dynamique puis pérenne. Mais là, c'est ça. Ça va être à d'autres là, de s'assurer que ça se poursuive là, de façon dynamique puis attentive aussi aux besoins du milieu. Bien, merci beaucoup. C'est le temps qu'on avait. J'ai bien aimé notre discussion. Bien, moi de même. Merci de l'invitation.